Merci à chacun, chacune d'être venu ce soir. Nous allons faire donc notre troisième étape qui consiste dans cet itinéraire vers Dieu, un chemin de conversion intérieure. Nous allons regarder comment, à travers toutes nos facultés, émerge peu à peu l'intériorité. Donc nous allons faire un parcours, vous voyez, en regardant à nouveau la merveille que nous sommes. Je rappelle, je te bénisse, Dieu de ma vie, pour la merveille que je suis. Vous connaissez cette parole, hein? C'est un chant qui s'appelle « Ta main me conduit ». Ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. On a vu la dernière fois qu'il y avait plusieurs méthodes pour se connaître soi-même. On avait parlé déjà de l'introspection, du dialogue amical, des sciences humaines et de la philosophie. Cette fois-ci, nous sommes vraiment dans la philosophie parce que nous allons faire un parcours anthropologique, c'est-à-dire l'étude de l'homme, uniquement et simplement philosophique. Je rappelle la citation de Jean-Paul II par rapport à la philosophie. Il disait « La philosophie contribue directement à poser la question du sens de la vie et d'en ébaucher la réponse. Elle apparaît comme l'une des tâches les plus nobles de l'humanité. » Donc nous allons ébaucher une réponse à l'émergence de notre intériorité à travers toutes nos facultés. Malheureusement, on ne pourra pas étudier toutes les facultés, mais à chaque fois on en choisira une pour approfondir en fonction des domaines. C'est donc à l'aide d'un philosophe chrétien dont j'avais parlé un tout petit peu la dernière fois, le père Paul Toinet, né en 1924 et mort en 1991, que nous allons cheminer. C'est un auteur que j'ai beaucoup travaillé et qui peut nous aider à répondre à la question « Puis-je savoir ce que je suis ?» Ce que, c'est d'un point de vue objectif, d'un point de vue universel, ce que sont tous les hommes. Et comme ces cours étaient faits pour des séminaristes, il leur disait « Il importe de vous connaître et de connaître les personnes dont vous serez les pasteurs si vous voulez vraiment les aider à grandir dans la sainteté. » Ce parcours peut aussi être entendu comme une espèce de programmatique, de présentation d'un programme de formation anthropologique, peut-être dans une paroisse. Je vous suggère qu'au cours de ce parcours, chacun s'interroge en son fort intérieur sur la façon dont il met plus ou moins en valeur ses facultés personnelles en abondance, ou il les bloque, ou il ne le fait pas. Ça, c'est à voir avec lui-même intérieurement. Je vous invite à choisir dans ce parcours une ou deux facultés que je vais développer pour peut-être faire un examen de conscience sur cette faculté et peut-être, quand vous vous confesserez, de dire, ben voilà, je me confesse sur l'usage que je fais de mon imagination, l'usage que je fais de ma capacité d'aimer, etc. Un souvenir d'abord. Peut-être connaissez-vous le film « L'enfant sauvage ». Qui a vu ce film ? Alors, c'est un film qui a été primé, il y a le prix Méliès, c'est François Truffaut qui a mis en scène le film, et c'est lui qui joue un des rôles principaux, puisqu'il y a l'enfant sauvage, Victor, et le médecin formateur qui va essayer de l'éduquer, qui est François Truffaut dans le film. Alors, ce jeune Victor est assez étonnant. On l'a trouvé, Victor, dans les années 1800, dans l'Aveyron, dans les forêts de l'Aveyron. On l'a appelé l'enfant sauvage parce qu'il n'a jamais été éduqué, manifestement. Il vivait dans les arbres, il vivait de la nourriture qu'il pouvait trouver. Sourd et muet. Et on estime que c'est quelqu'un qui peut-être, à l'époque de Rousseau, je rappelle, Rousseau disait qu'on était capable de devenir homme tout seul, quasiment. Il suffit de vivre la nature et de regarder ce qui se passe. Donc c'est un espèce de contre-exemple, vous voyez, de Rousseau, ou quelqu'un qui a vécu tout seul. Vous voyez, ben, il ne s'en est pas sorti, et notre brave docteur Itard, Jean Itard, le médecin, va essayer de l'éduquer. Alors son apprentissage est très très long, il est compliqué, il est exigeant, il fatigue énormément le jeune Victor, qui a du mal. Alors il lui propose des apprentissages concrets. Par exemple, il va lui désigner, d'abord, il va désigner concrètement une craie, ou un miroir, ou un marteau, ou un peigne. Il va lui montrer, etc. Puis après, il va lui mettre dans la salle extérieure tous ces objets, et puis il va lui dire, Victor, tu viens, va chercher le peigne. Victor cherche le peigne et revient. Une espèce de dressage, en fait. Vous voyez, je suis sûr que certains animaux seraient peut-être capables, en partie, de faire ça.
Et puis, il va essayer aussi de l'aider à mettre en place des savoir-faire comme scier du bois ou mettre la table. Le problème, c'est que Victor ne parvient pas, semble-t-il, à prendre conscience de lui-même. Par exemple, il écrit le mot Victor, le docteur écrit le mot Victor sur le tableau et demande à Victor de reproduire en dessous le mot Victor. Donc, de façon un peu malhabile, il réécrit Victor et il lui dit « Victor, c'est toi. C'est toi, Victor. » Et il dit « Mais il ne comprend pas. » Il va essayer aussi de le faire réagir à de l'injustice. À un moment, Victor répond bien, il va chercher le peigne, le marteau, etc. Et il punit, le met dans le cabinet noir, il l'enferme. Et Victor se débat en disant, montrant qu'il était victime d'une injustice. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a l'impression déjà qu'il y a un élément quand même d'intériorité qui apparaît. C'est très compliqué. À la fin, Victor fuit, fait une fugue, ne s'en sort plus, revient. Et quand il revient de cette fugue ratée, le médecin lui dit « Victor, nous allons retravailler. Tu n'es plus un animal, mais tu n'es pas encore un homme. » Et c'est la conscience de soi qui fait que Victor ne sera finalement jamais un homme parce qu'il n'y parvient pas. Victor obéit, il est très attaché à madame, à la gouvernante, et parce qu'elle l'aime affectivement alors que le docteur est très, très distant. Vous voyez, et Victor fera quelques progrès, mais pas beaucoup finalement. Alors comment va émerger l'intériorité? Un peu comme un iceberg, si vous voulez, qui émerge de l'eau. On sait qu'il y en a un neuvième au-dessus et 8 neuvièmes en dessous. Ou bien quand on sort d'une foule, voyez, on émerge d'une foule, on est dans un ensemble et ça émerge. Cet ensemble, c'est tout l'être humain. Toutes les parties de l'être humain contribuent à l'émergence de l'intériorité. Et on va commencer par la première partie, qui est la perception. Dieu nous a donné, comme cadeau premier, de percevoir. Alors, il y a 3 dimensions dans la perception. Il y a d'abord les sensations externes. Deuxièmement, il y a l'imagination, extraordinaire. Et enfin, il y a la mémoire, elle aussi tout à fait remarquable. Nous avons 5 sens. Et ces 5 sens nous ouvrent au monde. On est venu au monde avec la naissance, et maintenant il va falloir s'ouvrir au monde pour le connaître. Le premier sens, semble-t-il, que l'enfant développe est probablement le goût. C'est ça qui met l'enfant en éveil. Et le problème du goût, c'est que quand je veux goûter quelque chose, je détruis la chose que je goûte. Donc, je l'absorbe. Je ne peux pas dire, tiens, tu vas goûter aussi. Voilà. Je prends mon morceau de gâteau, je mange. Je peux donner un autre morceau de gâteau à quelqu'un, mais ce n'est pas le mien. Et donc, la distance entre le sujet et l'objet, elle disparaît parce qu'il y a une assimilation. C'est un élément important. L'odorat, lui, c'est un peu identique. Quand je sens, il y a une certaine distance entre la source de l'odeur et ce que je ressens, mon odorat, mon organe d'odorat, mais la distance reste quand même très proche. Avec le toucher externe, on a une réelle démarcation, une distance. Je touche, la chose reste. Moi, je pense à tous ces... Je vois, à la cathédrale d'Albi, il y a à un moment une grande plaque en bronze qui simule la cathédrale d'Albi que les gens aveugles peuvent toucher. Donc, voilà. Et j'allais dire, la cathédrale qui est en bronze, là, elle reste elle-même. Elle ne disparaît pas. Quand je touche quelque chose, la chose demeure. Et enfin, les 2 grands sens de leurs organes, les sens, les 2 grands, c'est l'ouïe et la vue. Et eux, ils sont en distance. Si j'ai un objet à voir et je le mets contre mon œil, s'il y a un objet qui fait du bruit et je le mets trop contre mon oreille, à l'extrême, cet objet peut détruire mon organe. Vous voyez, je pense à la lumière en particulier, au soleil, au jour en face, c'est très dangereux. Et donc, la nécessaire distance est variable, c'est vrai, entre ces 2 organes des sens, mais c'est une condition de la connaissance plus riche. Alors c'est vrai que l'organe de la vue, par exemple, on peut le multiplier avec un télescope ou avec un microscope. Mais l'organe de la vue classique, réaliste, de la vie quotidienne, vous voyez, nécessite une certaine distance, mais pas trop. Si c'est trop loin, je ne vois pas bien. Si c'est trop près, je ne vois pas bien. Donc cette distance paraît importante et on sait combien les 2 sens de la vue et de l'ouïe ont une influence très forte sur le cerveau. Tout ce qui est audiovisuel nous marque énormément. Et on va le dire, la publicité, elle l'a très très bien comprise. Par la vue, le sujet est capable de voir des objets comme dans un tout, dans un espace.
Le mot panorama, en grec, pan, ça veut dire tout. Quand je regarde ici, ou peut-être même sur le boulevard des Pyrénées à Pau, la chaîne des Pyrénées, Victor Hugo disait que c'était le plus beau panorama qui soit, bien, je vois un tout, et non seulement je vois un tout, mais j'ai le sentiment d'être apaisé. Cette vue du tout m'emplit. Quand je contemple la montagne, les gens qui sont en ville et qui ne voient jamais le ciel ou un horizon, ne peuvent pas avoir cette dimension-là. Donc, la vue est une multitude dans l'espace. Elle apparaît comme le lieu privilégié de la compréhension. Tu vois ce que je veux dire? Quand quelqu'un me dit « tu vois ce que je veux dire ?» Moi, je vois rien. Et pourtant, on dit souvent « tu vois ce que je veux dire ?» Et quelqu'un me disait hier « tu entends ce que je veux dire ?» Nous sommes certains visuels, d'autres auditifs. Mais quand quelqu'un dit « tu vois ce que je veux dire », c'est-à-dire qu'il ne veut pas expliquer tout ça, il dit « tu comprends bien parce que tu l'as déjà vu, etc. » Ce qui n'est pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Et quand dans le couple on se dit « tu vois ce que je veux dire », c'est pas forcément de la bonne communication. Alors, les informations que nous recevons par les 5 sens se réunissent à un moment, heureusement d'ailleurs, dans ce qu'on appelle le sens commun. Il y a une convergence. Vous avez vu des fois à la télévision un reportage où quelqu'un parle et le son est décalé par rapport à ce qu'on voit. Imaginez que chacun de nos 5 sens ne fonctionne pas ensemble. C'est fou. Mais grâce aux 5 sens, nous avons une seule réalité qui arrive où? Dans l'imagination. Face à ça, face aux 5 sens, on peut se poser un certain nombre de questions. Par exemple, suis-je attentif à la qualité de mes organes sensoriels? Est-ce que je soigne ma vue? Est-ce que je soigne mes... Voilà. Est-ce que j'entretiens mes organes sensoriels? Suis-je soucieux de ce que je regarde? De ce que j'écoute? De ce que je goûte? De ce que je ressens? Oui, voilà. Oui, et c'est important parce que ça va marquer le reste de toute ma pensée. Nous sommes responsables en partie de ce que nous voyons et nous écoutons. Suis-je capable de compatir avec une personne dont l'un des sens est déficient? On est très mal à l'aise en général face à un aveugle. C'est moins compliqué avec un sourd parce qu'on ne voit pas tout de suite qu'il est sourd. Voilà. Il y a un film, une comédie de Louis de Funès, qui s'appelle L'aile ou la cuisse, où le directeur d'une maison d'édition de critique des restaurants, vous voyez, le guide, je ne sais plus, c'est pas Michelin, mais c'est Duchemin, je crois, perd le goût. Et donc, il va chercher son fils pour le remplacer. Son fils, c'est Coluche. Hein, donc c'est une série de quiproquos. Tout ça sur le goût. C'est extrêmement intéressant. Voilà. Les sensations, bien sûr, ne sont pas une fin en soi, mais elles sont le point de départ de tout le reste de notre imagination, de notre mémoire, de notre pensée. Deuxième étape, l'imagination. Toujours dans la perception en général. L'imagination, c'est la capacité de produire des images. Donc, d'où proviennent ces images? Des sensations. L'imagination me fait rentrer dans un monde irréel, subjectif et intérieur, ce qu'on appelle le monde imaginaire. Un monde merveilleux, qu'on peut créer comme on veut. Les enfants, encore tout à l'heure au repas, il y avait une petite fille dans le coin, là, se racontent, se parlent, elle imagine, elle transforme les objets en quelque chose d'autre. On a fait ça, on a tous fait ça. C'est extraordinaire. Et puis, on a tous des images en nous, vous voyez. Pas forcément une image visuelle, ça peut être une image sonore, par une chanson. Si je vous commence par ta 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 ta, tout le monde va continuer, parce qu'on a cette image de la Marseillaise. Voyez. Ou bien une course, un film, voyez, un sketch, voilà. On a des séries, voyez, de mouvements, de sons ou d'images qui sont, même des odeurs bien sûr, hein, qui sont en chacun de nous, on verra où. L'activité imaginative favorise l'intériorisation. Il y a donc un monde intérieur qui va s'édifier en nous. Le petit enfant qui n'a pas beaucoup de perception ou de sensation, il ne peut pas créer une imagination. Le petit enfant qui ne s'ennuie pas quelque part ne peut pas revenir sur lui-même pour dire tout ce que j'ai vu, voilà, qu'est-ce que j'en fais. L'image prend donc sa source dans la sensation, mais elle prend rapidement de la distance avec l'objet perçu et elle peut déformer l'objet perçu. Oui, je dis, mais dans la pièce, il y a effectivement trois chaises. Non, il y en a 4, non, il y en a 3. On peut se battre longtemps pour savoir combien il y en a. Il faut aller dans la pièce. On est sûr d'être d'accord. Hein. Et chacun peut percevoir la chose différemment.
L'imagination, le philosophe Alain l'appelait la folle du logis, c'est-à-dire c'est très dangereux. Alors qu'en fait, c'est une aide puissante à la vie spirituelle. Saint Ignace, dans les exercices, utilise l'imagination. Il faut imaginer les scènes où Jésus, imaginez vous-même les scènes. D'accord ? Les 4 évangiles laissent beaucoup de place à l'imagination. Il n'y a pas beaucoup de détails. D'accord ? Alors, récemment, là, Rome est intervenu au sujet de certaines révélations pseudo-mystiques qui peuvent étouffer l'imaginaire du croyant par une multitude de détails sans réel intérêt pour notre cheminement vers la sainteté. Oui. Donc, attention à ces récits qui veulent trop en dire, même si on dit c'est certifié parce que c'est scientifique, peu importe. Ce qui compte, c'est les évangiles. Chacun, par exemple, la multiplication des pains, chacun imagine lui-même la multiplication des pains. C'est pas sur ces détails-là de savoir Thomas ou Pierre à qui il a donné tel pain. Et quelle était la dimension du pain, sa grosseur, son poids, de quoi. Pour notre cheminement en sainteté, sincèrement, ça n'a pas grande importance. Ce qu'il faut reconnaître, c'est le miracle. Et Jésus, le pain de vie. Le risque de l'imagination est donc de déformer la réalité perçue, ce qui, dans le cas des rêves, par exemple dans les rêves, ou même dans notre inconscient. Le rêve s'agrippe toujours à des images que nous avons vues, soit récemment, soit de façon lointaine. Et notre inconscient, nous disent les psychanalystes, c'est quand même formé d'un certain nombre d'images. Quand je dis image, ça peut être un son, ça peut être une odeur, etc. Que nous avons perçu et qui est transformé. D'ailleurs, on se dira, mais pourquoi est-ce que j'ai cette image? Qui ça évoque? Qu'est-ce que ça évoque? Donc chacun ici peut s'interroger sur l'usage de son imaginaire. Troisième étape de la perception, c'est la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire sensible, qui, elle encore, va favoriser le développement de l'intériorité. Nous avons 2 formes de mémoire, la mémoire habitude et la mémoire souvenir. La mémoire habitude, c'est « j'ai appris à écrire ». La lettre A, B, C, D, peu importe. Quand? À l'école. Qui? Je ne sais plus. C'était où? Dans quelle ville? Dans quelle table? À côté de qui j'étais? Etc. Ça n'a pas d'intérêt. J'ai appris à mettre la table, j'ai même appris à conduire au bout d'un certain temps. On ne sait plus, on ne réfléchit plus, qu'il y a le moniteur d'auto-école qui nous a appris à tourner à droite, tourner à gauche avec la flèche. Ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est, par habitude, je sais beaucoup de choses. Et heureusement qu'à chaque fois, je ne dois pas réfléchir pour savoir ce que je vais faire. Parce que sinon, ça passerait un temps fou. Donc, la mémoire habitude. La deuxième mémoire, c'est la mémoire souvenir. Elle conserve une certaine singularité existentielle de l'événement que j'ai vécu. Et elle donne ainsi à l'image une valeur et une qualité originale, spécifique, qui nous touche intérieurement. Je me souviens bien du jour où je suis allé, je ne sais pas, par exemple, en Italie, peu importe. Avec qui, comment, à quelle occasion, pourquoi. Nous avons un certain nombre d'images comme ça, et souvenirs. Certaines sont très joyeuses, d'autres sont très douloureuses. Et quand je vous ai demandé la première fois d'aller chercher au fond de vous-même le souvenir de votre première prise de conscience, vous vous souvenez, pour certains, ça peut être un événement très joyeux, pour d'autres, ça peut être quelque chose de douloureux, ou pour d'autres, relativement quelconque. Mais ces souvenirs-là, de notre mémoire, nous marquent énormément et vont prendre de l'importance, entre autres, avec l'affectivité. C'est d'ailleurs la deuxième grande partie. Après la perception, l'homme a une affectivité. Et vous allez voir que l'affectivité va jouer avec la perception et réciproquement. Est-ce que vous vous souvenez qu'en 1962, il y avait un tube de Françoise Hardy qui disait « Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu ». Qui s'en souvient, qui est jeune, là? Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, etc. Oui, mais moi, je vais seul, là mon père. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Voilà, on en est là. On en est là. Et Johnny nous dit, y a-t-il quelqu'un ce soir qui m'aime? Et tout le monde, que je t'aime, que je t'aime. Voilà. Donc ça, on sait que l'amour, l'affectivité, c'est énorme. Je pense qu'on ne considère pas assez cela. Que nous, Français cartésiens, Descartes, nous sommes très rationnels, très logiques, très carrés, repères cartésiens, vous voyez très bien,
alors que l'affectivité prend une place énormissime. Heureusement que les psychanalystes, je pense entre autres à Freud, mais pas que lui, nous ont aidés à nous mettre en cause sur cette question, enfin à découvrir, à redécouvrir l'amplitude. Alors c'est vrai que Thomas d'Aquin, même Descartes, dans un ouvrage avec Traité des passions, etc., ont expliqué qu'il y avait une affectivité. Mais peut-être qu'ils n'ont pas assez considéré l'influence de l'affectivité sur le reste de la personne. Pascal dit et écrit dans les pensées, le cœur a ses raisons que la raison ignore ou ne connaît pas. Donc la raison n'est pas capable de connaître les raisons du cœur. D'où la difficulté pour les philosophes de parler de l'affectivité. C'est facile de chanter l'affectivité, comme François Hardy, mais c'est plus compliqué d'essayer de comprendre ce qu'elle est. Malheureusement, je ne peux pas passer beaucoup de temps pour en parler. Je vais quand même choisir parmi toutes les manifestations de l'affectivité un élément particulier. Dans l'affectivité, le philosophe regarde par exemple le conscient et l'inconscient. Il regarde aussi l'émotivité, ou le caractère, ou enfin les tendances. Nous avons en nous des tendances. Parmi ces tendances, que je vais nommer, je vais en choisir une. Il y a d'abord la tendance alimentaire, qui est un peu une tendance vitale. On a envie de manger, parfois plus que ce qu'on a besoin. La tendance ludique, on aime jouer. Il y a même des gens qui perdent leur fortune au jeu. La tendance grégaire, qui suivent comme des moutons. La tendance sexuelle et la tendance à la valorisation face au complexe d'infériorité. Alors, je vais aborder très rapidement, la tendance sexuelle, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans l'Église, il faut le dire. Cette tendance pose problème, et actuellement, avec les abus sexuels, on commence peut-être à réfléchir un peu s'il est urgent de le faire, de le bien faire. Bien intégrée, la tendance sexuelle contribue à la structuration intérieure de la personne, qu'elle soit vécue en couple ou dans le célibat voulu ou subi. En effet, la tendance sexuelle touche la personne dans toute son intégrité et son intégralité. Il suffit de prendre connaissance des dégâts causés par les abus sexuels sur les victimes pour s'en rendre compte. Il faut les écouter, ces victimes. De plus, si la tendance sexuelle est niée, si elle n'est pas intégrée, si elle n'est pas vécue, et si elle n'est pas éduquée, parce que les parents eux-mêmes n'ont pas été éduqués à la dimension sexuelle, eh bien, elle peut engendrer des refoulements importants qui vont entraver, voire bloquer gravement l'épanouissement personnel de la personne pendant son enfance, pendant l'adolescence, mais aussi pendant l'âge adulte. Dans la société, comme dans l'école ou dans l'église, suite aux abus sexuels, une réflexion anthropologique chrétienne a été faite, même avant. Je pense à Saint Jean-Paul II, qui a beaucoup écrit sur ce sujet, et je vous y renvoie bien sûr. L'émotivité érotique de notre XXe siècle, et même XXIe, a envahi et déséquilibré l'affectivité. L'envahissement psychanalytique, freudien en particulier, a fortement modifié, non sans graves erreurs, la compréhension de l'âme humaine et de l'affectivité. Alors Freud était un médecin qui voulait soigner ses patients. Il a eu le mérite de s'interroger quand même sur la sexualité comme étant sexualité mal vécue comme étant peut-être la source de certaines hystéries, comme il disait à l'époque, de ses patients. Mais par manque de formation anthropologique et par manque de philosophie et par idéologie, il a estimé que la tendance sexuelle formait l'essentiel du psychisme humain. C'est ce qu'on appelle le pansexualisme freudien, c'est-à-dire on pense que le sexuel est partout. Plusieurs de ses disciples ont contesté cette approche, je pense à Jung, à Adler ou à Frankl, qui ont proposé des approches qui ont mieux situé la sexualité chez l'être humain. L'excès de Freud a été de survaloriser la tendance sexuelle et de se focaliser sur une éventuelle sexualité infantile. Il a aussi surtout sous-estimé la dimension spirituelle et religieuse de l'homme, soutenant de plus un athéisme intellectuel militant. Ce manque de formation de chez Freud en anthropologie a poussé le père Toinet, par exemple, à écrire un livre justement sur une critique bien organisée des psychanalystes sur le rapport avec la théologie et l'anthropologie chrétienne. Freud nous dit qu'il y a la capacité chez l'homme
d'une sublimation de la sexualité, sublimation psychique, en particulier en s'adonnant à des activités culturelles comme l'art ou la religion. Mais à ses yeux, ces sublimations culturelles ne sont que des illusions et ne parviendront jamais ne parviendront jamais à rendre l'homme heureux. Quoi qu'il fasse, l'homme est profondément frustré, profondément malheureux dans la société. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle « Malaise dans la civilisation ». Et au sujet de la religion, il a écrit un livre qui s'appelle « L'avenir d'une illusion », expliquant par là que quoi qu'on fasse, religion, art, etc., de toute façon, on sera malheureux et on sera obligé de reconnaître que l'homme n'est pas appelé au bonheur, puisque de toute façon, Dieu n'existe pas. Pour le père Toinet, par contre, qui a suivi un certain nombre de couples, dans le cadre du mariage, la tendance sexuelle peut conduire à un épanouissement du couple dans toutes ses dimensions. Certes, c'est un acte très exigeant que l'acte sexuel, dans son intention comme dans sa réalisation, mais cette union sexuelle ne sera pas une recherche égoïste de plaisir, chacun profitant de l'autre ou excluant la finalité ultime d'accueil d'une nouvelle vie qu'est l'enfant. Car l'autre n'est pas un corps, objet sexuel, l'autre est l'être aimé, à qui l'on se donne et qui reçoit l'autre dans une joie mutuelle et une fécondité d'être. Ce don mutuel nécessite patience et éducation à l'amour et à la vérité. Finalement, la tendance sexuelle dignement vécue ouvre à la vie spirituelle et à l'intériorité. L'intimité conjugale est un don merveilleux de Dieu qui relève certes du mystère, mais qui mériterait d'être approfondi. Reprenons conscience, chers amis, que l'affectivité est une dimension essentielle de notre humanité. Nous ne sommes pas que des êtres raisonnables, nous avons un cœur. Et face aux abus sexuels, il est urgent que l'Église prenne véritablement la mesure de cette dimension importante de l'être humain et s'appuie davantage sur des couples, peut-être, pour avancer dans cette problématique très complexe. Moi, je suis très ému par l'écrasement des évêques. Donc, chers évêques, la plupart des évêques qui sont en place ne sont en aucun cas responsables de quoi que ce soit, hein, puisqu'ils ont été nommés il y a relativement peu de temps, et on leur charge beaucoup sur les épaules, mais c'est vrai qu'il faudrait que l'Église réagisse et je charge le clergé à y réfléchir. En cette année jubilaire, gardons la foi et l'espérance sur cette question, mais restons vigilants. Troisième partie, après la perception, après l'affectivité, il y a la vie spirituelle de l'intériorité. Troisième partie, donc la vie de l'esprit, si vous voulez. Quand je dis vie spirituelle, c'est pas religieux, hein, c'est la vie de l'esprit. C'est un lieu privilégié pour la croissance de l'intériorité. Dans cette vie de l'esprit, on peut discerner trois facultés importantes. La première, la pensée. Nous sommes capables de penser, de réfléchir. La deuxième, la volonté. Nous sommes capables d'agir. La troisième, la liberté. Nous sommes capables de choisir. Nous allons rester un tout petit peu sur la pensée, si vous permettez. Peut-être la plus simple, je crois. Le fait de penser. La pensée est constituée de plusieurs moments, la pensée vraie, et dans un premier temps, on appelle ça la pensée spontanée. La pensée spontanée qui est la pensée qui émerge chez l'enfant, chez l'adolescent, avant qu'il ait vraiment reçu une formation bien structurée venant de l'école. Au sein de la culture reçue par le jeune enfant, une pensée naissante reconnaît intuitivement qu'il lui est essentiel de rester dans la vérité et de fuir l'illusion et le mensonge. Il a appris que le mensonge, c'était pas bien. Quand on lui ment, il n'est pas content. Même si un jour, il va mentir à sa maman bien-aimée, qui n'imagine pas 2 minutes que son enfant va lui mentir. C'est pas possible, ça. Mon chéri, à moi, mentir, jamais. Sauf que les parents ont commencé. Comment ? En parlant du Père Noël. J'étais sidéré, quand j'étais professeur de philosophie, je fais des sondages chaque année en disant combien d'entre vous on a parlé du Père Noël ? C'était quasiment tout le monde. Quand avez-vous découvert que c'était un mensonge de la part de vos parents ? Il y en a un qui m'a dit à 11 ans. Je vivais dans un milieu un peu clos. Mais les autres, soit par les petits frères et sœurs, soit par les cousins et cousines, soit parce qu'en réfléchissant un peu, Père Noël, ça n'empêche. Toute la publicité, envoyer une lettre au Père Noël, etc. C'est quoi cette histoire où on ment aux enfants ?
Alors on ment aussi par omission en ne disant pas que Dieu existe, ça c'est encore autre chose. Mais n'empêche, l'histoire du Père Noël, moi ça m'a toujours un peu, d'ailleurs fasciné, mais dans le mauvais sens du terme, ça m'a posé de graves questions. Donc la recherche de la vérité, comment elle se fait? Eh bien elle se fait par la parole d'abord et par le dialogue. Premier point, la parole et le dialogue. C'est en parlant à l'enfant, en parlant avec l'enfant, même s'il ne répond pas, en parlant devant le petit enfant, que va commencer cette prise de conscience, ce point de départ de la pensée. C'est étonnant comme un enfant de, allez, 1 mois, 2 mois, 3 mois, quand vous lui parlez, il va essayer de bouger les lèvres. C'est étonnant. Il a envie de communiquer, vous le voyez, c'est étonnant. Vous voyez, il a envie de communiquer, il ne sait pas faire encore, mais ça va venir. Après, il y aura des A, ça très bien. L'enfant est sensible à la parole parentale, et grâce à la maîtrise progressive de son langage, il arrive à nommer les choses, à désigner des objets particuliers et même à les concevoir. Vous voyez qu'en fait, ainsi font les petites marionnettes de petits tours et puis les cacher. Ah, il n'y a plus de mains, tu ne les vois pas. Et puis elles reviennent, les marionnettes. Ah, elles sont revenues. Coucou, bœuf. Ça vous dit ça, tout ça? Bon. Et on passe des heures à faire ça avec l'enfant sinon. Encore. Pourquoi? Parce qu'il fait l'apprentissage du réel et du caché, du latent et du manifeste. Vous voyez? Ça va? Alors il dit, tout ce que je vois, ça existe, mais peut-être qu'il y a des choses qui existent et que je ne vois pas encore. Vous voyez? C'est intéressant quand même, hein, comme apprentissage. Alors, je ne vous parle pas de toute la pédagogie des enseignantes de maternelle, vous voyez, sur ces problématiques de la formation de l'intelligence, mais d'abord par le dialogue, par la parole, et le dialogue. On échange. Et dans le dialogue, l'enfant entend que les adultes parlent d'objets, même s'ils n'ont jamais vu. On parle d'un bulldozer, par exemple, très bien. Et puis, on va lui expliquer ce que c'est qu'un bulldozer. Et puis, lui, il va s'imaginer avec une chaise, etc., il va faire un bulldozer. Hein, et donc, il va croire qu'en disant les mots, les choses existent. C'est très divin, ça. L'enfant va croire qu'il va imaginer un monde. Hein, son tapis, ça sera un avion, enfin, peu importe. Hein, vous imaginez, vous avez joué aussi, d'accord? Et donc, eh bien, il va avoir l'impression qu'il suffit de dire le mot pour que la chose soit. Donc, un élément, ça c'est mon bouclier, les extensions de mon bouclier. Donc, vous voyez, voilà, l'enfant joue. Alors, jusqu'où il est conscient ou pas qu'il est en train de faire la comédie, de jouer, je pense qu'un peu à la fois, il découvre quand même qu'il joue un rôle. Et surtout quand on lui offre un costume pour Noël, vous voyez, un costume de Zorro, un costume, je sais pas, vous voyez, il va jouer le héros, etc. Et voilà, puis on va lui dire, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je sais pas. Comme papa ou comme maman? Comme maman ou comme papa. Bon, que fait papa et maman? Il ne sait pas trop, quoi. Donc c'est intéressant, mais voilà, il va imaginer. Et on va le pousser dans ce sens-là. La parole de l'adulte, au début, trompe un peu l'enfant quand même. Mais au bout d'un moment, on va voir que l'enfant se trompe et on va lui dire la vérité. Non, c'est pas aujourd'hui, on n'est pas lundi, on est mardi, on n'est pas. Voilà. On va lui apprendre un peu à la fois. Dans 3 dodos, tu iras chez papy, mamie. Voilà, donc, et après, ça va 3 nuits, dans 3 jours. On va lui apprendre un peu à la fois à retrouver le sens vrai des mots. C'est le dialogue familial qui permet à ça. Vous voyez, ça, c'est intéressant. L'enfant devient plus réaliste, plus ouvert. Il se libère de son égocentrisme naturel pour accéder à une culture commune, et la culture de la famille. Et il va découvrir quand il ira dormir chez son copain, ou dormir chez son cousin ou sa cousine, hein, qu'on ne fait pas tous pareil. Il y a des gens qui déjeunent tout habillés et d'autres déjeunent en pyjama. Mais c'est pas possible de t'habiller chez nous, c'est toujours en pyjama. Pourquoi est-ce que... Vous voyez, alors, il va commencer à dire, ah ben oui, il y a d'autres façons de faire. Vous voyez, donc ça, c'est des expériences qui ouvrent l'intelligence de l'enfant et qui font que, un peu à la fois, il va tomber critique par rapport à ses parents. Tiens, tata une telle fait comme ça, toi maman, pourquoi tu fais comme ça? C'est pas terrible. Elle, c'est mieux, c'est toujours meilleur le pain des autres, même si c'est le même boulanger. D'accord? Et donc, voilà. L'enfant va rentrer, deuxième point, après dialogue et parole, l'attitude critique. Très importante. En fonction de sa perspicacité intellectuelle, à la suite d'incompréhension avec des autres, l'enfant aura le souci de la vérification de tout ce qui lui semble simple opinion ou bien mythe. Vous voyez, on raconte des histoires. Je vois ton nez, ou t'as menti. Une fille m'avait dit sur ce sujet, une élève de terminale, m'a dit, moi quand j'étais petite, maman disait, je le vois sur ton front. Alors quand j'avais menti, j'allais la voir et je comme ça, pour cacher mon front. Vous voyez, mais c'est pas vrai.
On ment aux enfants en disant ça. Je le vois sur ton front. Bon. Je vois à tes yeux ou à ton visage, peut-être. Ça peut se dire. Le doute devient alors une attitude critique essentielle. Je doute. Descartes en a fait un systématisme. Hein. Je doute, donc je suis. Très bien. Donc je pense, donc je suis. Mais le doute, au début, il est très d'ailleurs épisodique. Il est spontané. Et ce doute va devenir finalement à un moment un doute méthodique. Je vais tout mettre en doute. D'ailleurs, le lycée, c'est le propre du lycée et pas du collège, mais en lycée, on apprend à l'enfant à émettre un doute et à une critique intelligente et construite. Le sommet de cet apprentissage, c'est le cours de philosophie en terminale. Et on apprend à l'élève à regarder les sciences. C'est ce que c'est que la vérité. Vous voyez, la vie sociale, vous voyez, la justice, la vérité, etc. Donc tous ces cours de philosophie sont très intéressants avec les élèves parce qu'en l'espace de 9 mois, vous avez des grands adolescents qui deviennent des petits adultes. Parce qu'ils ont une idée, une pensée personnelle. Et quand vous lisez les dissertations des élèves, c'est très intéressant. Moi, je suis le premier lecteur de la plupart des grands auteurs. Pourquoi? Parce qu'ils écrivent à leur prof de philo, quand ils font leur devoir. Sur un sujet, par exemple, la loi est-elle un obstacle à ma liberté? Et donc, ils donnent des expériences, ils donnent des récits de lecture, des références de films ou autres. Très intéressant. Et puis on discute un peu, pas trop parce qu'on n'a pas trop de temps quand on corrige les copies, il y en a tellement à corriger. Donc le doute est un combat intérieur dans la pensée. Le but est de faire grandir la découverte de l'être, la découverte de la réalité. Deuxième moment, dans cette démarche de l'intelligence, qui est le premier était la pensée spontanée. Deuxième moment, les opérations de l'intelligence. Comment fonctionne l'intelligence pour essayer de connaître? C'est un peu classique, mais je vais quand même vous le dire. Vous avez d'abord une première étape dans cette découverte, c'est l'appréhension du mot, du concept. Voilà. Une montre. Je vous montre ma montre d'ailleurs. Une montre, c'est ce qui montre l'heure. Ça va? Qu'est-ce qu'une montre? C'est ce qui permet de montrer l'heure de façon, sans que ce soit une horloge ou un clocher. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette montre? Définir. Les enfants n'utilisent pas assez de dictionnaire. Ils utilisent Wikipédia, peut-être sur le... Vous voyez? Donc, définition des mots. C'est extrêmement intéressant. Extrêmement important. De quoi on parle quand on parle? Et beaucoup de quiproquos entre nous viennent du fait qu'on ne met pas le même sens derrière le même mot. Si je vois un médecin et que je parle de table d'opération, si je vois un prof et que je parle de table d'opération, c'est pas la même chose. Le professeur voit la table d'opération derrière le cahier de brouillon, vous savez, addition, soustraction, division, multiplication. Et notre cher chirurgien, lui, il voit un truc bien éclairé où il peut travailler. Donc, attention au sens des mots. L'appréhension du mot, du concept. Ça va, le concept d'homme, par exemple, est très compliqué. On peut essayer. Et les cafés philo, à quoi servent les cafés philo? Ça sert justement à travailler les concepts. On prend un mot joie, puis chacun essaie de définir, et ensemble, on essaie de donner une définition. Ce mot, ces mots, eh bien, on peut les mettre ensemble ou pas. Ce qu'on appelle le jugement d'attribution. Le jugement d'attribution, c'est de mettre ensemble plusieurs concepts. Le ciel est bleu. Le chat est grand. D'accord? Donc, ou n'est pas grand. Où tous les chats sont grands, où aucun chat n'est grand. Vous voyez, c'est les fameux jugements de Platon. Au début, c'était Socrate, maintenant c'est Platon, qui nous appelle à joindre ou à disjoindre avec notre intelligence deux concepts. Troisième élément, c'est le raisonnement. Quand on a des jugements, on peut peut-être mettre ensemble deux jugements qui forment un raisonnement avec une conclusion. Ce qu'on appelle le syllogisme, que l'on doit à Aristote. Nous avons constaté, par exemple, que Socrate était un homme, et puis nous avons constaté aussi que les hommes étaient mortels. Donc, Socrate est mortel. Merci. Voilà. Alors, moi j'ai un autre exemple. Tous les chats ont des moustaches. Tous ceux qui ont un chat sont très gentils. Donc, tous ceux qui ont des moustaches sont très gentils. Pardon? Oui, c'est ça. Alors, dans la logique formelle, tout à fait. Mais c'est faux, mon raisonnement est complètement faux. Vous avez compris que c'était un syllogisme. Faux, c'est-à-dire un sophisme. La publicité ne fait que des sophismes.
voyez, pour vendre une machine à laver, on met une jolie dame ou un joli monsieur, et on dit, puisque la femme est jolie et qu'elle est heureuse, si j'achète la machine à laver truc, si je serais heureuse ou heureux. C'est ça la pub. Vous voyez, bon. Troisième étape, donc le raisonnement, donc je viens de le dire. On passe maintenant à la fin de mon intervention sur l'achèvement de la pensée. Comment est-ce que notre pensée s'achève dans cette étape? Si le savoir mathématique est fondé sur des déductions rigoureuses, à partir de données purement formelles, hypothétiques, par exemple, on dit étant donné un train qui, etc. Étant donné, on donne une hypothèse. Si f de x égale, ça va? Donc, étant donné, ça c'est l'hypothèse. On va faire une déduction extrêmement stricte. Descartes disait, la science la plus exacte, c'est les mathématiques. Et son rêve, intéressant, hein, c'était que toutes les sciences, physique, etc., et même la philosophie, et même la théologie, fussent déductibles. En fait, le savoir scientifique moderne s'appuie sur l'induction, et non plus sur la déduction. L'induction, c'est je fais 3 fois, 4 fois, 10 fois, 1000 fois une expérience, j'obtiens le même résultat, et j'estime que je fais une loi qui dit que dans tous les cas, quand il y a ces conditions-là, j'obtiens le même résultat. Sauf que j'ai fait 1000 expériences et que la 1001e, je postule, j'affirme que ça sera comme ça. Mais j'en suis pas sûr. C'est tellement vrai que la science évolue parce que certaines lois sont trop approximatives. Vous voyez, et qu'il faut approfondir. Donc la science expérimentale avec l'induction, c'est très intéressant, mais ça ne suffit pas. Quelle est la science de l'existence? Alors on dit ça, la philosophie, oui, mais il y a une science particulière qui s'appelle la métaphysique, qui n'est pas déductive, qui n'est pas inductive, mais qui se propose d'analyser, d'étudier le phénomène humain et de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que cet être. Qu'est-ce que c'est que cet être-là? Qu'est-ce que c'est cet être-là? Qu'est-ce que c'est que cet être ici? Qu'est-ce que c'est que tout ce qui existe? Il nous faut garder dans notre recherche un état d'esprit d'ouverture par rapport à tout ce qui est être. Et l'être avec un grand E, entre autres, c'est-à-dire Dieu. À l'approche réaliste, il nous libère de ce scepticisme qui affirme que rien ne peut être connu au-delà des sciences expérimentales. La philosophie et la théologie sont très souvent dévalorisées parce qu'on dit oui, mais c'est pas expérimental, c'est pas scientifique. Sauf qu'en philosophie, les êtres humains, on en voit quand même, on en rencontre. Les sociétés humaines, on en rencontre. On s'appuie sur les sciences humaines pour avoir quand même un certain nombre de vérités. Cette attitude d'ouverture à l'être oblige à une certaine humilité, une certaine fidélité devant le réel. Et à mon avis, c'est la clé de toute recherche de vérité sur l'homme. Concluons, chers amis. La fois prochaine, nous poursuivrons notre recherche en disant mais qu'est-ce que l'esprit humain est capable de découvrir sur l'être? Et l'être que nous apercevons ensemble, avec Thomas d'Aquin entre autres, cet être qu'on nomme Dieu, comme dit Thomas d'Aquin, nous verrons que, est-ce qu'on peut connaître Dieu? Est-ce qu'on peut connaître son existence? Est-ce qu'on peut connaître ses attributs, entre autres l'attribut de créateur? Et qu'est-ce qu'il a créé? Quelles sont ses relations entre Dieu et la création? Et entre autres, avec l'homme. Rentrant en lui-même, nous a dit l'Évangile ce matin. Oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Vous vous souvenez? Alors je propose de finir en disant ensemble à notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui